Comme c'est une conférence internationale, je voudrais dire quelques mots de pourquoi l'Institut Schiller et justement se nomme, avec le nom de Schiller, le nom du poète de la liberté. La raison principale, c'est que sa vision magnifique, grandiose de l'homme est liée à l'idée que chaque personne et toutes les personnes peuvent développer, en principe, peut se développer en tant que belle âme. Et c'est ce qu'on vient de voir avec la belle performance de John Sigerson de l'opus 98 de Beethoven à ma bien-aimée. Et Beethoven et Schiller, aujourd'hui, sont des gens très similaires, comme des géants de la culture classique allemande. Pour Schiller, une belle âme, ça veut dire une personne pour qui la liberté et la nécessité, le devoir et la passion sont une seule et même chose. Un état d'esprit qui, qui, selon Schiller, ça s'applique au génie. L'Institut Schiller est totalement d'accord avec Schiller que la méthode nécessaire pour atteindre ce but dépend de l'éducation esthétique. Et je pense que c'était un moment parfait aujourd'hui pour, pour aller dans cette direction. Et je voudrais vraiment remercier sincèrement mon professeur en Allemagne quand j'étais plus jeune de m'avoir ouvert à l'enthousiasme justement du concept schillerien de belle âme. Ce concept du sublime, de cet idéal de l'art. Avec ça, avec ces pensées, qu'il y a toujours des pensées qui peuvent qui me remplissent moi-même personnellement, toujours depuis lors, et m'a développé en tant que penseur indépendant. Et je considère que c'est une coïncidence euh, que j'ai eu ça dans mon éducation, d'avoir cette idée d'une belle humanité à travers justement le travail de Schiller et de m'armer quelque part avec cette vision de l'homme et de l'humanité, de ce que doit être l'homme et d'étudier l'histoire du XXe siècle. Mon mari, Lyndon LaRouche, et j'ai partagé avec lui constamment cette croyance que la capacité morale de l'humanité à survivre va dépendre de sa capacité à développer justement une capacité de pensée au niveau qui correspond justement à la production de l'art classique. J'ai souvent exprimé cela dans beaucoup de documents, d'écrits, de discours, et j'ai souvent eu même l'impression que la plupart des gens considéraient cela comme quelque chose, comme un point de vue un peu curieux de ma part. Mais dans les semaines qui viennent de passer, malheureusement avec la pandémie du coronavirus, cette vue a été confirmée d'un point de vue totalement pratique. Beaucoup de gens ont réagi justement au confinement et au fait de la distanciation sociale imposée par beaucoup de pays dans le monde à cause de la pandémie, par, par agir de manière plus libre que leur impulsion hédoniste, comme aller à la plage ou à la montagne pour se faire plaisir ou faire ce qu'on a vu aussi des corona parties, appeler à réouvrir les clubs, les, les magasins de tatouage et tout ça, ça s'est arrêté et ça a ouvert une porte justement sur l'attitude des gens et ça a changé même pour certains de beaucoup de gens cette vie. Frédéric Schiller, comme beaucoup de ses contemporains, a suivi avec beaucoup d'intérêt la phase première de la Révolution française, avec beaucoup d'espoir et qui a été dans l'esprit de la Révolution américaine en Europe. En 1792, il a même été devenu membre d'honneur il a eu la nationalité française par l'Assemblée nationale française. Mais une fois que la terreur jacobine a repris le contrôle, il a vu que les horreurs allaient se développer. Dans les lettres sur l'éducation esthétique, qu'il a écrit justement en réponse à ce qui se passait dans la Révolution française, il a développé ce concept de l'éducation esthétique et a posé cette question: comment se fait-il que nous sommes encore des barbares? Et dans la 5e lettre, il a présenté ça dans la 5e lettre sur l'éducation esthétique. Et il dit: l'homme se peint dans ses actions. Or, sous quelle forme se montre-t-il dans le drame de notre temps? D'un côté, le retour à des instincts sauvages, de l'autre, un relâchement énervé. Ces deux extrêmes de la décadence humaine, réunis tous deux dans une même époque.
Dans les classes inférieures et les plus nombreuses se révèlent des penchants grossiers et anarchiques qui, après avoir rompu les liens de l'ordre civil, aspirent à une fureur effrénée à se satisfaire brutalement, au lieu de s'élever bien vite à une vie plus élevée. La société se dissout et retombe à l'état moléculaire. De l'autre côté, les classes civilisées nous offrent le spectacle encore plus repoussant de la langueur, de la léthargie et d'une dépravation de caractère d'autant plus révoltante qu'elle a sa source dans la culture elle-même. Je ne me rappelle quel philosophe ancien ou moderne a fait la remarque que plus un être est noble, plus il est affreux dans sa corruption. Schiller a répondu à ce dilemme avec cette thèse que toutes les améliorations dans le royaume politique ne peuvent venir qu'à travers une éducation esthétique, l'ennoblissement du caractère de l'individu. Dans sa 9e lettre, il a défini justement l'art comme le domaine qui peut amener l'ensemble de la population dans de nouvelles aires de pensée et de sentir qui les lève au-dessus de ce barbarisme, de cette barbarie et de cette léthargie. Comme Confucius, Schiller était de l'opinion qu'il il faut prendre les gens pendant dans leur période de divertissement, quand ils sont libres de leur fardeau, je dirais, quotidien, et avec l'esprit de jeu, les lever justement à ce niveau très élevé de l'art classique. Et quand ils sont impliqués justement dans la créativité d'un compositeur, d'un peintre, d'un poète, et quittent le domaine de leur désir immédiat, alors pendant ce moment d'immersion dans un travail artistique, ils prennent part à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, qui va bien plus loin que leur perception sensorielle. Et c'est pourquoi Schiller a insisté que l'art n'est qu'art que s'il est beau, parce que seule la beauté, en tant que concept, qui correspond à la raison et également à l'accord avec les sens, peut réconcilier l'esprit avec ses émotions. Et ça peut même développer les émotions au niveau de la raison. Et il a parlé de ça dans une notion de ses premiers travaux dans la théosophie de Julius, quand il dit: tous les esprits sont attirés par la perfection. Il peut y avoir ici des égarements, mais pas une seule exception. Tous aspirent au plus haut degré de la libre manifestation de leur force. Tous ont une tendance commune à agrandir la sphère de leur activité, à attirer à eux, à rassembler en eux, à s'approprier ce qu'ils reconnaissent comme bon, excellent, délectable. L'intuition du bon, du beau, du vrai est la prise de possession momentanée de ces attributs. Quand nous percevons un état déterminé de l'âme, nous nous plaçons nous-mêmes dans cet état. Et quand notre pensée nous représente une vertu, une félicité, une action, la découverte d'une vérité, à ce moment-là, nous sommes les possesseurs ou les auteurs de ce que notre esprit conçoit. Nous devenons nous-mêmes l'objet que nous ressentons. Donc, nous sommes cet objet que nous percevons. Mais c'est aussi ce qu'il y avait derrière les mises en garde de Platon sur les enfants, que les enfants, sous aucune circonstance, ne doivent regarder les tragédies des grands poètes de la Grèce ancienne, les Némésis et toutes ces pièces. Et Schiller a même insisté que les artistes doivent s'ennoblir suffisamment pour éduquer l'humanité dans son ensemble. Et c'est ça, il était totalement conscient que les effets de l'art, pour le bien ou pour le mal. Après la mort de Schiller, Wilhelm von Humboldt a écrit un essai qui s'appelle Sur Schiller et au sujet de son développement spirituel. Je cite: concernant le concept de beauté, le concept esthétique, dans la création et dans l'action, et même dans les fondements de l'art, ainsi que l'art lui-même, les œuvres contiennent tout l'essentiel d'une manière qui n'a jamais été excellée jusqu'à ce jour. Jamais auparavant ces questions n'ont été discutées d'une manière si pure, si complète et si éclairante. Il parle de Schiller. Beaucoup a donc été gagné, non seulement pour l'analyse positive des concepts, mais aussi pour l'éducation esthétique et morale.
L'art et la poésie ont été directement liés à ce qui est le plus noble chez l'humanité. Et elles ont été présentées comme celle par laquelle l'humanité s'éveille d'abord à la conscience de sa nature intrinsèque et s'efforce ensuite de transcender le monde fini. Aujourd'hui, avons-nous aujourd'hui perdu toute cette réceptivité à cette dimension de l'identité humaine? La manière dont vivent la vie des gens aujourd'hui est-elle liée au but élevé de l'humanité? Est-ce le cas que la création transcendante, complexe de l'art classique, qui accomplit justement ce phénomène, appartient à un passé qui ne reviendra jamais et que le présent appartient aux spectateurs du monde sportif et aux salons de beauté? Peut-être qu'il y a une perspective plus enthousiasmante. Durant le confinement dû au coronavirus, il y a eu des manifestations spontanées d'un besoin plus important pour l'art classique. Et on l'a vu dans beaucoup d'endroits à travers la planète. Les gens en Italie, en France, en Allemagne et dans d'autres pays, spontanément, ont commencé à chanter Verdi, Beethoven depuis leur balcon ou jouer même d'un instrument de musique. Et peut-être que la réalisation est en train de gagner après cette pandémie, parce que je suis sûr, il n'y aura pas aucun doute, rien ne plus sera jamais comme avant. Dans tous les cas, ça demande un état d'esprit qui peut être trouvé justement très clairement dans les concepts, de Schiller sur la question du sublime. Comme Schiller l'a dit: «Ça ne protège pas notre existence physique qui est assez faible, ben ça nous met de une assurance morale». Donc utiliser ce temps de manière de défi sans précédent pour aller plus profondément justement dans le travail des plus grands artistes classiques, à travers le dialogue entre les grands compositeurs de toutes les cultures du monde et ainsi créer la base pour une vraie renaissance des classiques, qui est l'essence même du nouveau paradigme qui doit suivre justement la crise présente. Parce que quand ce qu'a dit Schiller dans l'introduction justement à La fiancée de Messine est totalement vrai, je le cite: «Mais l'art véritable n'a pas uniquement en vue un jeu passager. Il se propose sérieusement, non pas seulement de transporter l'homme pour un moment dans un rêve de liberté, mais de l'affranchir réellement et en effet, et cela en éveillant, exerçant et développant en lui une force propre à écarter, à placer dans un lointain objectif ce monde sensible, qui sans cela ne pèse sur nous que comme une substance brute et nous accable comme une puissance aveugle. Une force propre à changer ce monde en une œuvre de notre propre esprit et à gouverner par des idées la création matérielle». Donc, on a besoin d'une renaissance classique, d'une façon de penser liée à la renaissance classique. Et le meilleur que vous pouviez faire, c'est de devenir un membre actif de cette mobilisation. Merci beaucoup, Elgar.